Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Semawi. Vous ne me voyez pas, mais je suis Sarah, donc associée de la SCOP, et je vais avoir le rôle de journaliste pour ce webinaire qui se déroule donc avec Alyosha, qui est le PDG de Semawi, une SCOP installée à Grenoble, dont le métier est l'accompagnement des organisations et de leurs équipes. La question qui nous intéresse aujourd'hui est celle de la décision intégrative. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, la promesse qu'on peut vous faire, c'est que vous n'aurez plus trop envie de chercher le consensus une fois qu'on vous aura parlé de ces ressorts. Donc, pour ce faire, on est avec Alyosha. Je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour, donc je m'appelle Alyosha Yordanov, je suis fondateur de l'entreprise de la SCOP Semawi et mon métier c'est d'accompagner les organisations. Je suis coach en holacratie, donc sur des pratiques de gouvernance avec les règles du jeu qu'on utilise en holacratie. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la décision intégrative, concerne du coup la manière dont on peut prendre des décisions à plusieurs dans une organisation, dans une entreprise. Je vais faire un petit topo sur ce sujet-là et puis on prendra un temps après pour que je puisse répondre à des questions. Donc, je ne traiterai pas forcément le sujet de manière globale, je vais essayer d'être synthétique. Et s'il y a des sujets plus particuliers que vous avez envie d'aborder, vous pouvez les poser sous forme de questions à Sarah qui me les transmettra sur la deuxième partie de ce webinaire. Quand on parle de décision intégrative, on parle d'une modalité très très précise de décision à plusieurs qu'on utilise en holacratie. Donc, je voudrais d'abord poser ce sujet-là de la décision à plusieurs, qui nous intéresse beaucoup dans les organisations où on a envie de partager la décision, de partager à plusieurs et du coup de sortir d'une logique un petit peu pyramidale des organisations, issue de la pensée tayloriste de l'organisation du travail et de la division du travail, qui construit des pyramides, en fait, avec des endroits où les gens réfléchissent, prennent des décisions et les font découler dans des niveaux hiérarchiques inférieurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'action soit mise en œuvre. Il existe plusieurs façons de prendre des décisions à plusieurs, et de manière assez naturelle et spontanée, de manière formelle ou plus ou moins informelle. On voit beaucoup dans les organisations une pratique dite du consensus, c'est-à-dire que quand on sent que c'est important de décider à plusieurs, eh bien on discute d'une manière plus ou moins structurée, dans l'espoir d'arriver à un point commun de discussion qu'on appelle le consensus, en se disant que si on fait ça, ça veut dire que tout le monde est d'accord, donc qu'on a une meilleure décision. En réalité, ce n'est pas toujours vrai. Il y a deux points d'attention. Le premier, c'est celui de la méthode qui permet de discuter, c'est-à-dire qu'il existe des méthodes d'intelligence collective qui permettent d'organiser la parole et de structurer un peu la réflexion et la discussion. Donc, discuter d'une manière structurée avec une méthode, c'est déjà mieux parce que ça permet de faire entrer de l'intelligence collective, ce qui veut dire s'échapper, dans la mesure du possible, des mécanismes de jeu de pouvoir ou d'influence plus ou moins cachés qui peuvent exister dans toutes les dynamiques de groupe. Et puis ensuite, le point culminant, c'est-à-dire le moment où on va prendre une décision, c'est très important de regarder comment est-ce que cette décision est prise. Et l'apparente unanimité qu'il peut y avoir derrière un consensus cache en fait souvent la non-expression de résistance ou de tension qui existent malgré cette décision. Alors assez classiquement, on connaît tous le principe du vote, où on va dire qu'avec un vote à main levée ou à bulletin secret, on retient une décision majoritaire. Finalement, dans une organisation, on est capable de faire des choses meilleures, bien mieux que le vote, dans la mesure où le vote majoritaire n'est pas capable d'intégrer, de prendre en compte des avis ou des positions qui sont minoritaires. Et ce n'est pas parce qu'un avis est minoritaire que forcément il est mauvais ou porteur d'un mauvais signal. Au contraire, parfois il y a dans des postures minoritaires des signaux faibles très intéressants et très importants à introduire et à inclure dans le mécanisme de décision. Pour améliorer ces pratiques de décision collective, dans les formes de gouvernance partagée, on a imaginé et construit des systèmes de décision qui permettent non pas de rechercher un consensus sur un sujet, mais plutôt d'être capable de prendre des décisions par le consentement. C'est notamment la sociocratie qui a théorisé et développé cette pratique-là. La sociocratie, qui est une structure d'organisation par cercle, qui a introduit donc la décision par consentement, où le principe, c'est qu'on ne va prendre une décision dans un cercle ou dans un groupe
qu'à partir du moment où il n'y a plus d'objection sur cette décision. On retrouve ce principe fondateur dans la décision intégrative en holacratie. Mais je vais développer plus spécifiquement ce format-là de la décision intégrative parce qu'il y a quand même des nuances assez importantes et j'y reviendrai si vous avez des questions sur les évolutions qu'il y a eu entre sociocratie et holacratie. La décision intégrative qu'on utilise en holacratie, ce qui est important d'abord de retenir, c'est que ça ne concerne pas toutes les décisions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit surtout pas d'appliquer ce processus, qui est un processus assez rigide, assez fort, à toutes les décisions qu'on prend dans une organisation. Sans quoi, évidemment, on aboutirait à un système qui deviendrait vite dysfonctionnel de par le temps que prend une décision intégrative, l'énergie que ça consomme et le fait que ça mobilise pendant ce temps-là tous les membres d'un cercle, d'un groupe ou d'une équipe. Donc, il faut y voir clair sur quelles sont les décisions qu'on prend avec cette méthode-là de la décision intégrative et par exclusion, quelles sont celles qui peuvent être prises sans décision intégrative. Et en holacratie, quand on dit qu'on prend des décisions en dehors de ce processus de décision intégrative, ça veut dire concrètement que ce sont les personnes dans les rôles qu'elles occupent qui sont complètement autonomes et libres de prendre des décisions sur les sujets qui concernent leur rôle. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui donne toute leur autonomie au rôle en holacratie et qui permet d'avoir une organisation qui soit fonctionnelle, qui soit rapide dans la prise de décision, etc. Les décisions qu'on va prendre avec la méthode de la décision intégrative, ce sont strictement et uniquement que les décisions qui relèvent de la gouvernance, c'est-à-dire qui servent à construire, créer, modifier, supprimer des rôles ou éventuellement des règles de fonctionnement comme des politiques. Donc, c'est dans la réunion, ce qu'on appelle la réunion de gouvernance, qu'on utilise ce processus de décision intégrative et nulle part ailleurs. Donc, on utilise un processus très robuste et très élaboré de décision intégrative pour créer des rôles. Au travers de ces rôles, on va déléguer et distribuer de l'autorité dans l'organisation. Et ensuite, les personnes qui seront dans ces rôles vont être autonomes dans les décisions qu'elles pourront prendre pour faire fonctionner leur rôle. Donc, les réunions de gouvernance en holacratie sont toujours facilitées par un facilitateur ou une facilitatrice qui est un rôle élu en holacratie avec une élection sans candidat, qui est une sorte de transposition au processus électif de la décision intégrative. La personne qui facilite le processus est la garante du cadre et de la cadence de ce processus-là. Je vais rentrer dans le détail de comment se passe une décision intégrative. Chaque point de l'ordre du jour d'une réunion de gouvernance va être traité avec cette méthode-là. On a comme point de départ ce qu'on va appeler un porteur de la proposition, c'est-à-dire une personne qui pose une première proposition de départ, qui est un point de départ et qui n'est pas nécessairement une proposition complète ni aboutie et qui peut même être quelque chose de relativement confus et qui ne nécessite pas du tout d'être parfait parce que tout ce processus de décision intégrative va nous permettre, dans des étapes successives, de bénéficier de l'intelligence collective du groupe. Donc, on a un porteur de la proposition qui met sur la table une première version de proposition. Après quoi, le facilitateur va ouvrir un espace de parole qu'on appelle l'espace des questions de clarification, pendant lequel tous les membres du cercle qui sont présents peuvent poser toutes les questions de clarification dont ils ont besoin, soit pour mieux comprendre la problématique qui est sous-jacente à la proposition, soit pour mieux comprendre la proposition elle-même. Comment elle est composée, comment elle va fonctionner, quels sont ses détails, etc. C'est-à-dire tous les détails qui n'auraient pas été inclus dans la proposition initiale peuvent être apportés par le porteur de la proposition au moment des questions de clarification. Donc chaque membre peut poser une ou plusieurs questions, le porteur de la proposition répond, et ainsi de suite. Dans cette étape-là, le facilitateur veille absolument et de manière extrêmement rigoureuse à ce que les membres n'émettent pas d'opinion, ne partagent pas leur avis ou ne fassent pas encore de suggestions sur la proposition. C'est-à-dire que quoi qu'on en pense, en tant que membre, on peut poser des questions pour mieux comprendre, mais on ne va pas encore exprimer ce qu'on en pense à ce moment-là. Quand cet espace de clarification est tari, qu'il n'y a plus de questions de clarification, cet espace-là est clôturé et on passe dans une étape suivante qui s'appelle le tour de réaction. Pendant le tour de réaction, le facilitateur va distribuer la parole à tous les membres du cercle, sauf le proposeur, qui, dans ce temps-là, est strictement en écoute, éventuellement prend des notes. Chaque personne va parler une seule fois,
pour livrer un ressenti, partager un avis, donner une opinion, proposer une réflexion, proposer éventuellement des bonifications, des amendements, des manières d'améliorer la proposition. Donc, chaque personne va parler une fois pour réagir à la proposition du porteur de la proposition. Cette étape-là est très importante parce que le porteur de la proposition va bénéficier des suggestions d'amélioration de tous les membres du cercle et c'est là qu'il y a vraiment une intelligence collective qui va faire fructifier cette réflexion et va permettre de nourrir la proposition des amendements proposés par tout le monde. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le proposeur devra forcément les prendre en compte, c'est-à-dire qu'il garde une grande liberté dans la manière dont il porte sa proposition pour répondre à un besoin, à une tension, à une problématique qui lui est propre. Le facilitateur sécurise ce tour de parole en s'assurant que chacun ne parle qu'une seule fois et que les personnes réagissent bien à la proposition de départ. Et il ne s'agit pas de réagir sur les réactions des autres, mais bien sur la proposition. À la fin de ce tour de réaction, le facilitateur redonne la parole au porteur de la proposition. À ce moment-là, il est complètement libre de prendre en compte des modifications pour les inclure dans sa proposition ou au contraire de ne pas en tenir compte pour garder telle quelle sa proposition, c'est-à-dire qu'il peut maintenir sa proposition en l'état ou la clarifier et éventuellement l'amender pour la transformer, faire en quelque sorte une deuxième version de la proposition. Dans cette étape-là, le porteur de la proposition travaille seul en quelque sorte, c'est-à-dire que ce n'est pas une discussion ouverte avec tout le monde. Les membres se sont exprimés une première fois, on revient vers lui, c'est le porteur qui formule sa deuxième version de proposition. S'il a besoin d'un petit peu de temps ou de donner des explications, il peut le faire, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est chronométré. Suite à quoi, une fois qu'on a une deuxième version de proposition, le facilitateur va passer à l'étape suivante de la décision intégrative, qui s'appelle le tour des objections. On va demander à chacune des personnes membres du cercle, tour à tour, si elle voit une raison qui fait que l'adoption de cette proposition pourrait causer du tort au cercle ou à l'organisation. Et chacun va répondre si oui ou non il a des objections. S'il a des objections, expliquer en quoi est-ce que ça pourrait créer du tort. Ce petit point-là est très, très important, et notamment la manière dont est formulée la question sur les objections. C'est-à-dire qu'on ne lance pas à la cantonade qui a une objection, mais vraiment on pose individuellement la question à tous les membres. Est-ce que vous voyez une raison qui fait que si on adoptait cette proposition, ça pourrait causer du tort? C'est très important parce que ça permet aux membres du cercle de se décentrer d'eux-mêmes, de leurs propres tensions, de leurs propres préoccupations, et de vérifier si c'est bien la proposition telle qu'elle est proposée qui fait que ça pourrait causer du tort, ou bien est-ce qu'on pourrait avoir des préférences pour autre chose, ou une opinion sur quelque chose de différent qu'on pourrait faire, ou une amélioration. C'est-à-dire que si, en tant que membre, je trouve que la proposition est inutile ou qu'elle n'est pas complète, ça n'en fait pas pour autant une objection. Ça ne veut pas dire qu'elle pourrait causer du tort telle qu'elle. En revanche, si, en tant que membre, j'identifie que la proposition peut causer du tort par un défaut qu'elle contient ou par son incomplétude ou pour quelque raison que ce soit, j'ai l'obligation et la responsabilité de le dire et de porter une objection. Donc, on va recenser toutes les objections, il peut y en avoir une ou plusieurs. Tant qu'il y a des objections, la décision ne peut pas être actée. Elle sera actée quand il n'y aura plus d'objections. Donc, si, dans le tour des objections, le facilitateur a recensé une ou plusieurs objections, on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'intégration des objections. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un espace de discussion qui, pour le coup, est un espace assez ouvert de discussion où les uns et les autres pourront contribuer dans le but de lever l'objection. C'est-à-dire, soit de convaincre la personne qui a objecté que non, il n'y a pas de risque, soit qu'on arrive à modifier la proposition de manière à ce qu'on lève ce risque, mais et en même temps que le porteur de la proposition traite toujours son problème de départ. Ce temps-là d'intégration peut prendre du temps, c'est un temps dans lequel on va discuter pour lever ces objections. Il y a quelque chose qu'on utilise en holacratie qui permet à cette étape-là de qualifier les objections, c'est-à-dire de vérifier que ce sont bien les objections. Et on a ce qu'on appelle un test des objections. Donc le facilitateur peut tester les objections pour vérifier que ce sont bien des raisons qui font que ça causerait du tort et non pas autre chose, comme une préférence personnelle ou une proposition pour améliorer. Si c'est autre chose qu'une objection, le facilitateur va réorienter la personne qui objecte en lui proposant d'amener un autre point d'ordre du jour à la réunion de gouvernance pour qu'on le traite par après et qu'on ne s'empêche pas de prendre la décision
à l'instant où on est, parce que c'est un premier pas qu'on peut acter. Et on ne va pas chercher à construire une proposition parfaite qui traiterait les attentes de tout le monde, mais on va juste vérifier que la proposition qui est portée par le porteur de la proposition ne pose pas de problème ou de risque à l'organisation. Donc ce test contient une certaine série de questions qui sont décrites très clairement dans la Constitution. Enfin, les critères sont décrits très clairement dans la Constitution. Et on va vérifier notamment que le risque décrit par l'objecteur, c'est bien un risque qui est introduit par la proposition. Parce que si en retirant la proposition, le risque existe quand même, ça veut dire que ça n'est pas lié à la proposition et on ne s'empêchera pas d'adopter la décision. On va vérifier aussi que la personne qui porte l'objection est bien concernée dans l'un de ses rôles par cette décision. Parce que si on objecte alors même qu'on n'est pas directement concerné dans ses rôles, en fait, on ne va pas empêcher d'autres rôles de prendre des décisions pour cette raison-là. Une objection qui ne serait pas valide serait aussi une objection qui consisterait à dire que la proposition serait inutile. C'est-à-dire que si quelqu'un pense que c'est inutile, on ne va pas s'empêcher de prendre la décision si pour d'autres, la décision serait utile. Donc on n'est vraiment pas du tout dans cette recherche de consensus à essayer de mettre tout le monde d'accord, mais vraiment de vérifier comme un check de sécurité, comme une checklist de sécurité avant décollage, qu'on n'a pas de voyant rouge qui s'allumerait, qui nous dirait « attention, il y a peut-être un risque, il y a quelque chose à vérifier avant qu'on décolle ». Cette étape-là est vraiment très importante, elle permet de faire un filtre, de réorienter ce qui est de l'ordre de la préférence vers un autre point d'ordre du jour, et au contraire, si c'est bien une objection, de la qualifier comme telle, et à ce moment-là, on mettra toute l'énergie nécessaire pour intégrer, c'est-à-dire lever cette objection. La discussion s'ouvre, éventuellement la proposition va être modifiée, c'est-à-dire que le porteur de la proposition peut tout à fait consentir à amender sa proposition en tenant compte des propositions faites par le groupe dans le but de lever l'objection. On vérifie auprès de l'objecteur que ça lève bien son objection. S'il nous dit oui, on vérifie auprès du porteur de la proposition que la proposition ainsi modifiée continue de traiter le problème de départ, sa tension initiale. Sinon, évidemment, le résultat ne serait pas atteint. Si tel est le cas, à ce moment-là, on va considérer l'objection comme levée et passer aux objections suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles soient toutes levées. Si on a modifié la proposition, on va refaire un tour de sécurité d'objection, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait une proposition sur laquelle on n'ait plus aucune objection. À ce moment-là, la proposition est adoptée sans plus de débat. Donc, ce processus de décision intégrative peut amener un groupe à prendre des décisions, y compris des décisions ambitieuses qui comportent des risques qui sont marqués sans que tout le monde n'adhère, mais ça veut dire que cette décision n'a pas été considérée comme risquée ou représentant un danger ou une régression possible pour le cercle ou l'organisation dans laquelle on a pris cette décision. Ce qui permet d'avoir des décisions très robustes sur lesquelles on revient peu, et robustes aussi parce qu'elles ont bénéficié de l'amélioration et du regard croisé de tout un groupe. Donc, c'est le processus de décision qu'on utilise quand on veut écrire une politique en holacratie, quand on veut créer un rôle, modifier un rôle ou supprimer un rôle. Voilà comment se passe une décision intégrative. Comme je l'ai dit, on ne maîtrise pas le temps que ça prend et ça peut potentiellement être long. Ça nous arrive d'avoir des décisions intégratives sur lesquelles on passe 1 heure sur un point. Comme dans d'autres cas de figure, en 6 ou 7 minutes, on peut avoir fait le tour d'une décision parce que la proposition était très claire, qu'il n'y avait pas de question de clarification, que le tour de réaction est rapide, qu'il n'y a aucune objection, et à ce moment-là, la proposition est adoptée rapidement. Donc, ça ne prend pas automatiquement beaucoup de temps, et au plus un groupe est mature et pratique ces systèmes de décision intégrative, au plus il va y avoir de l'acuité dans notamment le moment où on pose des objections, c'est-à-dire une sorte d'apprentissage qui va se faire sur est-ce que ce que j'ai envie de poser est bel et bien une objection ou bien est-ce que c'est une préférence? À ce moment-là, je suis capable de l'identifier pour moi-même me réorienter vers un autre point d'ordre du jour. Peut-être que je précise à cette étape-là, et c'est important pour comprendre le mécanisme, que dans les réunions en holacratie, les ordres du jour sont faits par les participants séance tenante. On n'est pas sur des ordres du jour préétablis. C'est pour cette raison qu'on peut se donner la liberté d'apporter de nouveaux points d'ordre du jour, même en cours de réunion. Voilà, ça donne beaucoup de puissance au processus et ça permet de rester complètement focus sur un point quand on en traite et de traiter un seul sujet à la fois dans une logique de petits pas successifs plutôt que de chercher tout de suite la solution parfaite.
Voilà, donc c'est une méthode qui permet de prendre des décisions robustes qui nécessitent un investissement de temps et donc qu'on va utiliser uniquement pour des décisions qui sont structurelles, organisationnelles. Évidemment, ma recommandation ne serait surtout pas d'utiliser ce principe de décision pour des décisions opérationnelles du quotidien. Ça n'empêche que dans une organisation, on peut très bien aussi décider d'utiliser ce type de décision pour d'autres sujets, pour d'autres thématiques. Par exemple, des sujets sur lesquels on aurait des enjeux très importants. Je peux vous donner un exemple. Chez Semaoui, on a défini une règle du jeu qui nous est propre, qui concerne l'admission de nouveaux associés. On ne peut inclure un nouvel associé dans notre scope qu'après décision intégrative des associés existants, c'est-à-dire qu'on se soit assuré que personne n'ait d'objection sur l'intégration d'un associé. Même chose sur le processus de sortie. Donc sur des décisions à très fort enjeu, on a choisi nous-mêmes de nous contraindre à cette méthode-là de décision qui à la fois est très sécurisante pour toutes les parties prenantes parce que chaque individu, chaque membre du cercle dispose d'un pouvoir d'objection et donc d'intervenir de manière forte dans une décision qui est prise pour impacter, modifier, voire bloquer une décision. Inversement, ce processus nous permet de nous assurer aussi que ça n'est pas une prise de pouvoir de principe où, pour le plaisir ou par jeu de pouvoir, quelqu'un s'amuserait, entre guillemets, à bloquer une décision. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne raison, il faut être capable de l'argumenter pour que l'objection soit recevable et qu'elle ne soit pas identifiée comme autre chose qu'une objection et à ce moment-là réorientée ailleurs. Ça paraît indispensable que ce processus soit facilité par un facilitateur. Ça veut dire que c'est un rôle qui a beaucoup d'importance, qui doit bénéficier d'une grande légitimité au sein de ce groupe. C'est pour ça qu'en holacratie, le rôle de facilitateur est un rôle qui est élu avec une élection sans candidat, dite élection intégrative. C'est-à-dire qu'on suit exactement la même logique sur le principe d'une élection sans candidat. Je peux en dire deux mots pour faire une parenthèse là-dessus. Vous verrez que ça fait une connexion assez proche avec la décision intégrative. Donc, on a un cercle qui va désigner son facilitateur et donc chaque membre du cercle va nommer la personne qu'il ou elle propose pour ce rôle-là de facilitateur. Et en même temps qu'on nomme le candidat qu'on retient, qu'on propose, on dit pourquoi. Donc, c'est un vote qui est pas du tout anonyme, hein, qui est nominatif. On dit, voilà, Alyosha, je vote pour Sarah, par exemple, comme facilitatrice du cercle, pour telle et telle raison, parce que je lui reconnais telle compétence, telle qualité relationnelle, d'écoute, etc. Et ainsi de suite, chacun parle une fois en proposant son candidat. Suite à quoi, chaque membre du cercle peut changer son vote. C'est-à-dire qu'à l'écoute des arguments exposés par les autres membres, on peut dire, ah ben finalement, plutôt que Sarah, je proposerais que ce soit telle autre personne. Je propose Thomas dans ce rôle de facilitateur, pour telle et telle raison. On va décompter les nominations qui arrivent après ce deuxième tour de nomination et le candidat retenu va faire l'objet d'un tour d'objection. C'est-à-dire que si Sarah est proposée comme facilitatrice par ce tour de nomination, on va demander individuellement à toutes les personnes du cercle, est-ce que vous voyez une raison qui fait que ça pourrait causer du tort si cette personne était désignée facilitatrice? Ça ne veut pas dire est-ce que vous êtes d'accord et ça ne veut pas dire est-ce que vous votez pour, ça veut dire vraiment est-ce qu'il y a une objection, est-ce que ça pourrait créer un risque. Évidemment, dans une équipe, c'est très rare que ça survienne, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer que ça survienne. Et donc, on a ce tour de sécurité qui permet d'asseoir et de poser la légitimité de ce rôle de facilitateur ou de facilitatrice qui va être fondamental dans la tenue des processus par la suite, puisque ce sont des processus dans lesquels on va vraiment cadrer la parole et éventuellement, dans certains cas, empêcher les personnes qui auraient envie de prendre la parole à certains moments parce que, tout simplement, ça n'est pas le moment dans le processus. Il y a des temps pour ça et le processus est construit dans ce sens. Donc, on a cette élection sans candidat qui est vraiment un écho de la décision intégrative selon les mêmes principes qui vient soutenir le processus. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire sur comment on peut définir la décision intégrative. J'ai abordé plusieurs sujets au travers de ça et je vais répondre aux questions que vous avez pu poser maintenant. Merci Alyosha, c'était assez dense et ça fait une bonne introduction au sujet, je crois. On a une question de la part de Alain qui demande, en fait,
si le temps n'est pas maîtrisé dans un processus de décision intégrative, comment tenir compte des contraintes d'agenda de chacun? Merci pour cette question. Alors, quand une réunion de gouvernance dans laquelle on va utiliser la décision intégrative est fixée dans les agendas, elle a 1 heure de début et 1 heure de fin. Et c'est le rôle du facilitateur de garantir cette heure de début et cette heure de fin. On ne déborde pas sur les temps de réunion, ce ne sont pas des réunions extensibles. Au début de la réunion, on va établir l'ordre du jour, c'est-à-dire que chaque membre va apporter un ou plusieurs points à l'ordre du jour éventuellement. Et on va entamer le traitement de l'ordre du jour par le premier point, et ainsi de suite. Si on n'a pas terminé un point au moment où on arrive à la fin, le facilitateur peut tout simplement interrompre le processus et le remettre à une prochaine réunion. Évidemment, en bonne intelligence, on peut aussi tout à fait demander aux membres de la réunion s'ils sont d'accord pour prolonger la réunion de 30 minutes ou du temps nécessaire, et pourquoi pas prolonger. Mais si une seule des personnes présentes n'est pas disponible, ne peut pas prolonger la réunion, à ce moment-là, elle s'interrompt et le processus qui était en cours s'interrompt. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, et en fait, un processus interrompu de décision intégrative fait émerger déjà un début de réflexion, c'est-à-dire que s'il y avait des objections en cours d'intégration, la réflexion continue, la discussion peut même se poursuivre en dehors de la réunion, et le jour où on va y revenir dans la réunion suivante, la semaine suivante ou dans des temps suivants, en réalité, les choses auront avancé et ça n'est pas vraiment un redémarrage à zéro, même si on reprendra le processus à son point de départ. Merci. Une autre question, est-ce que les règles et le process de déroulé sont écrits, formalisés dans des procédures ou des documents? Est-ce qu'il y a des chartes internes, des statuts de scope par exemple? Oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Alors, pas dans les statuts d'une SCOP, et la SCOP ne dit rien par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de SCOP qui ne pratiquent pas la décision intégrative, ni même la gouvernance partagée. Ce n'est pas parce qu'on vote tous les ans en AG pour élire la présidence ou la gérance d'une SCOP que forcément la gouvernance complète de l'entreprise est partagée. Certaines le font, mais pas toutes. Nous, on a choisi de se doter d'un système de gouvernance partagée en plus des statuts coopératifs parce que ça nous paraissait cohérent d'aller jusqu'au bout d'une pratique quotidienne de gouvernance partagée, et on a choisi pour ça les règles du jeu d'holacratie. Et holacratie est un système de gouvernance qui est constitutionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il existe une constitution holacratie, c'est un document qui fait une 40aine de pages, dans lequel sont décrits tous les processus qui sont compris dans holacratie, c'est-à-dire les processus de décision, de réunion, de répartition, de description des rôles, des cercles, etc. Dans cette constitution, le processus de la réunion de gouvernance est écrit noir sur blanc, et là-dedans, le processus de la décision intégrative est écrit noir sur blanc. Donc, il existe des petites fiches de méthode qu'on peut très bien avoir sous les yeux et sur la table pendant une réunion pour se repérer, qui décrit concrètement ce processus-là. Donc oui, c'est un processus écrit. On peut imaginer de le faire évoluer, et certaines organisations transforment ces processus en les adaptant. À mon sens, il ne faut pas trop s'ambitionner de jouer, de tout de suite vouloir adapter ce processus avant de le maîtriser parfaitement et d'en avoir eu une expérience longue et solide. Parce que ce que j'ai pu observer dans les accompagnements qu'on pratique dans des organisations qui se sont dit, nous, on va s'approprier la décision intégrative et puis on va transformer un peu des choses, on va enlever des étapes, on va s'autoriser à discuter, etc. En fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça va créer d'autres problématiques et souvent, ça crée plus de dommages que de bénéfices. Si le processus est construit de cette manière-là, il y a tout plein de bonnes raisons et c'est le fruit d'années et d'années d'expérience de travail d'entreprises et d'organisations diverses qui travaillent en holacratie et qui ont peaufiné, amélioré ce processus dans les 15 dernières années. Lui-même est hérité d'un processus de décision par consentement qui vient de la sociocratie et de méthodes de travail qui viennent de la philosophie agile. Donc, tout ça ne sort pas d'un chapeau, c'est le fruit d'un long travail et d'une amélioration continue parce qu'il y a des versions successives de cette constitution holacratie qui bénéficient des amendements et des propositions d'amélioration de toutes les organisations au travers du monde qui travaillent en holacratie. Donc, vraiment, ça c'est un point de prudence que je vous invite à suivre. Ne soyez pas tentés de modifier ce processus de décision intégrative au prétexte que vous le trouveriez rigide ou difficile à appliquer.
attendez de l'avoir pratiqué suffisamment pour éventuellement, pourquoi pas après, le faire évoluer et pourquoi pas, on peut imaginer des innovations dans ce processus de décision. Sur la même thématique, une autre question de Damien qui nous demande: peut-on improviser la mise en place de ce processus suite à cette intervention? Faut-il utiliser une méthode écrite ou faire appel à un intervenant expert? Alors, improviser, je ne pense pas, au regard de ce que je viens de dire. L'utiliser de manière ad hoc sur certains sujets sans forcément prendre tout le système holacratie, mais de se dire dans certains cas, on utilise la décision intégrative, pourquoi pas? À ce moment-là, on peut simplement utiliser la petite fiche de description du processus avec toutes les étapes de la décision et de l'avoir sous les yeux au moment où on la pratique en groupe. Ça me paraît très important d'avoir un support écrit, c'est-à-dire que ce n'est pas le facilitateur qui est le porteur du processus. Le facilitateur est le garant d'un processus qui est écrit, la règle du jeu est écrite et connue. C'est comme si j'invitais des amis à jouer à un jeu de société, mais qu'il n'y avait pas de règle du jeu écrite et que c'est moi qui leur dis les règles au fur et à mesure que le jeu se déroule. Ça peut très bien se passer, mais si on a des tensions, probablement qu'à un moment donné, on va me dire, mais attends, en fait, c'est quoi les règles du jeu? Et ça peut être très problématique dans un groupe où il y a de l'improvisation sur la prise de décision. Donc, je pense que c'est très important d'avoir des règles claires et de pouvoir dire, voilà, on pose sur la table ces règles du jeu, on va jouer avec ces règles-là. C'est-à-dire qu'on va suivre ce processus pour prendre telle ou telle décision. Alors, la petite limite de cet exercice, c'est que si on n'a pas pris tout un système de gouvernance, mais qu'on a pris juste le processus de décision intégrative, très vite va venir se poser la question de quand est-ce qu'on utilise la décision intégrative et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Pour quelle décision on décide comme ça, pour quelle autre on va décider spontanément ou on va laisser de l'autonomie au rôle. Et ça, c'est la limitation qui peut venir assez vite si on n'a pas été très très clair sur le périmètre auquel s'appliquent les décisions de type intégrative. Alors, en holacratie, on ne l'applique qu'aux décisions de gouvernance, ce qui est une façon d'amener la clarté. Pourquoi pas imaginer un autre périmètre, mais en tous les cas, je pense que c'est important que ce soit explicite. On est globalement dans des principes de gouvernance qui reposent sur l'explicite. C'est un point important à retenir. Merci. Il y a une question concernant les questions qui servent à tester, vérifier si une objection est valide. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur ces questions? Oui, là aussi, on utilise une fiche méthodologique en fait, qui reprend ces questions types, où on a une série de questions à poser. Et j'ai donné des exemples tout à l'heure qui sont par exemple, est-ce que c'est bien cette proposition qui cause du tort ou bien est-ce que le tort identifié continue d'exister même si on retirait la proposition? Toujours des questions comme ça qui sont binaires, par lesquelles on doit répondre par oui ou non. Si la personne répond « Ah ben oui, en fait, le problème continue d'exister même si on retire la proposition », à ce moment-là, le facilitateur décrète que ce n'est pas une objection recevable au titre des règles du jeu en holacratie qu'on utilise, mais que c'est une autre tension qu'on traitera par ailleurs avec tout le soin qu'elle mérite et avec le même processus, c'est-à-dire qu'on va y porter tout le temps et toute l'énergie qu'elle mérite. Une autre question, ça peut être, est-ce que le tort qu'on a identifié, est-ce que c'est quelque chose qu'on anticipe ou est-ce que c'est quelque chose dont on est certain? Est-ce qu'on est sûr que ça va se produire? Est-ce qu'on a des éléments factuels qui nous permettent de dire oui de manière certaine, et voilà par exemple une donnée factuelle, le tort va se produire. Si c'est le cas, l'objection est bien recevable. Si la personne nous dit non, c'est quelque chose que j'anticipe, je ne suis pas sûr que ça va se produire, mais j'imagine que ça pourrait créer ce problème. À ce moment-là, on va poser une deuxième question test qui est est-ce qu'on peut se permettre d'essayer d'adopter la décision tout en sachant qu'il existe ce risque et en sachant qu'à tout moment, au travers d'une réunion de gouvernance, on peut venir modifier et adapter cette décision au travers de ce même processus de décision intégrative? Ou bien est-ce que le tort qui serait créé dans l'hypothèse où il survient serait tellement grave qu'on n'aurait pas le temps de s'adapter et à ce moment-là, on ne peut pas prendre ce risque? Si oui, l'objection est recevable, il faut l'intégrer. Si la personne répond que effectivement, on peut se permettre d'essayer, et puis si le problème survient, à ce moment-là, on viendra modifier la décision dans une prochaine réunion de gouvernance. Dans ce cas-là, ce n'est pas une objection recevable, c'est bien une tension. Donc, il y a un signal qui a été identifié, et c'est une tension que la personne peut amener en réunion pour qu'elle soit traitée par ailleurs, mais on ne s'empêchera pas de prendre la décision pour autant.
Il y a certains tests qui sont passés automatiquement si, par exemple, un membre du cercle est capable d'identifier que dans la proposition, il y a un facteur ou un élément qui rend la proposition non conforme à la Constitution. Hein, j'ai dit qu'en holacratie, on utilise une Constitution, qui sont les règles du jeu de ce système de gouvernance. Si on s'apprête à prendre une décision qui est contradictoire avec les règles du jeu qu'on a prises, c'est ce qu'on appelle une objection de gouvernance non valide. Et à ce moment-là, elle est automatiquement recevable. C'est-à-dire qu'on doit automatiquement l'intégrer, c'est-à-dire modifier suffisamment la proposition pour qu'elle rentre dans les clous de la Constitution. Voilà le type de questions qu'on peut poser dans cette phase de test et qui vont nous permettre de savoir si on a affaire bel et bien à une objection qu'on s'oblige à intégrer ou à autre chose qui n'est pas moins important. Et il ne s'agit pas de rejeter ou de contrer la personne, mais plutôt de la réorienter en lui disant qu'on va traiter sa tension, mais par ailleurs, dans un prochain point de l'ordre du jour. Voilà. Donc en fait, concrètement, quand on est facilitateur d'une réunion de gouvernance, on a notre petite fiche de questions-test sous les yeux, et chaque fois qu'une objection est posée, on peut la passer par ce test. Ce n'est pas obligatoire, mais à partir du moment où un des membres du cercle demande à ce qu'une objection soit testée, le facilitateur doit faire ce test. Et des fois, c'est même l'objecteur, la personne qui objecte, qui dit « Tiens, facilitateur, est-ce que tu voudrais bien tester mon objection ? Je ne suis pas très sûr que ce soit une objection. » À ce moment-là, le test va même aider la personne qui objecte à y voir plus clair dans la tension qu'elle a identifiée pour distinguer est-ce que c'est une préférence ou est-ce que c'est bien un risque que j'ai identifié. De ce point de vue-là, la Constitution en holacratie est assez claire sur les attentes et la responsabilité des membres de l'organisation, c'est-à-dire qu'on a vraiment la responsabilité de poser une objection quand on a identifié un risque. C'est pas on le fait si on veut ou si on est d'humeur à objecter. C'est vraiment une responsabilité. Et le corollaire de ça, c'est que si une décision a été prise au travers du processus de décision intégrative, on ne peut pas venir après coup en disant « Ah ben finalement, si j'ai une objection ». Si on était là, on était présent, on pouvait objecter, donc on a eu l'occasion de le faire. Alors évidemment, ça n'empêche que parfois, on peut identifier des risques après coup. Et ça peut arriver dans toutes les organisations. Dans ce cas-là, simplement, ce sera un point amené à l'ordre du jour à la prochaine réunion de gouvernance, toujours avec ce même processus de décision, pour venir transformer une décision passée. Et ça nous arrive très régulièrement de supprimer un rôle qu'on avait créé, de transformer quelque chose qu'on avait déjà fait auparavant. On est vraiment dans une logique de système de gouvernance qui est très dynamique, qui va s'adapter continuellement, de manière très agile, à son contexte et à l'évolution de tout un écosystème, de l'organisation, de la charge de travail, des enjeux de priorité, de stratégie, etc. Super, merci Alyosha. Une question sur ce sujet-là de la place que peut prendre le facilitateur. Est-ce qu'il peut participer au processus d'intégration? Est-ce qu'il peut porter une objection? Oui. Mais c'est quand même un point un peu sensible. A priori, le facilitateur, en holacratie en tous les cas, il est élu par le cercle via ce processus d'élection sans candidat que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que le facilitateur a ce rôle de facilitateur et il a une légitimité dans ce rôle. Néanmoins, très souvent, dans la plupart des cercles, le facilitateur présent porte aussi d'autres rôles. Donc, en fait, la même personne peut avoir plusieurs casquettes dans la réunion. Donc, on a des pratiques, des usages de facilitation qui consistent notamment à préciser à quel titre on parle. Si je suis facilitateur d'une réunion, par exemple, et que j'accompagne tout le processus, le moment où je vais prendre la parole en tant que membre, je vais le préciser. Je vais dire, voilà, en tant que membre, voici ma réaction. Voilà ce que je pense de la proposition, etc. Et quand je reprends la parole en tant que facilitateur, je vais le préciser. En tant que facilitateur, je reprends le processus, on va passer aux objections, etc. etc. Ça permet de clarifier et de bien savoir où est-ce qu'on se positionne soi-même en tant que facilitateur, parce que c'est parfois pas facile. Le facilitateur a un devoir de neutralité par rapport au fond et d'attention par rapport à la forme, alors qu'en tant que membre, on doit être attentif au fond et on a la responsabilité de contribuer dans le tour des réactions, d'objecter dans le tour des objections si on identifie des risques, etc. Donc, c'est un exercice pas facile. C'est beaucoup plus confortable et facile, notamment au début dans une organisation qui débute ou pour des gens qui n'en ont pas encore beaucoup l'habitude, d'avoir un facilitateur qui est extérieur. Donc, souvent, alors très concrètement, dans les organisations qui débutent, ça peut être des facilitateurs extérieurs, des intervenants extérieurs qui viennent faciliter le processus. Et ensuite, on va former des gens à la facilitation. Et au début, on va les accompagner, les coacher pour apprendre à jouer avec cette double position.
Et notamment dans des organisations qui passent d'un système un peu conventionnel, managérial, où il y a du leadership plus ou moins implicite qui existe, ça veut dire aussi pour le facilitateur ou la facilitatrice d'être capable de porter cette position où on va, y compris, couper la parole et interrompre son boss, son manager, son supérieur hiérarchique en disant non, là, tu ne peux pas parler. Là, on est dans telle étape et voilà le processus. Il faut absolument être capable de porter cette fermeté dans la tenue du processus, sans quoi très vite la réunion dérive et on sort complètement de ce processus et on en perd tous les bénéfices. Donc, pour être solide dans cette posture, il y a un travail à faire sur soi et un apprentissage à faire sur l'identification des différentes postures qu'un membre peut avoir, notamment quand il porte plusieurs casquettes dans un cercle, qu'il est membre au titre de certains rôles et membre en tant que facilitateur. Mais par exemple, quelqu'un qui serait uniquement facilitateur dans un cercle, sans aucun autre rôle, peut quand même porter une objection, et je pense notamment aux objections de gouvernance non valide. Si le facilitateur identifie que la décision qui s'apprête à être prise est contraire au principe des règles du jeu, à ce moment-là, il a la responsabilité, comme les autres, de poser une objection. Une dernière précision sur le facilitateur. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quand est renouvelé le rôle de facilitateur? Ouais. Quand on est élu au travers de l'élection intégrative, donc 100 candidats que j'ai décrites, il y a une durée de mandat. On est élu pour 3 mois, 6 mois, une durée qui est fixée au moment où on procède à cette élection. Néanmoins, à tout moment, tout membre du cercle, en holacratie du moins, peut demander une nouvelle élection. Le facilitateur lui-même peut dire voilà, je demande une nouvelle élection, ce qui peut vouloir dire en quelque sorte je démissionne du rôle, soit parce que je n'ai plus envie, plus la disponibilité, ou en tous les cas une envie de renouvellement. Ou un autre membre du cercle, pour une quelconque raison, peut demander une nouvelle élection. Et à ce moment-là, aussitôt qu'elle est demandée, on va procéder à une nouvelle élection. Voilà, je fais une petite parenthèse là-dessus. Il faut savoir par ailleurs qu'il y a des règles de subsidiarité qui sont prévues. Quand un facilitateur est absent, il est remplacé par le leader de cercle, le secrétaire élu ou tout autre membre volontaire dans un ordre qui est défini et qui est décrit dans la Constitution. Donc en réalité, on est rarement en difficulté avec ça et c'est quelque chose d'assez flexible. Ce qu'on voit dans les équipes, c'est que de manière assez intuitive et naturelle, souvent on aime bien faire tourner ce rôle-là, pour que ce ne soit pas toujours la même personne, notamment parce que ça permet aux facilitateurs d'être soulagés dans ce rôle de double casquette et d'avoir des périodes où ils puissent être complètement pleinement participants de la réunion sans avoir à se soucier du processus. Et puis par ailleurs, pour des organisations qui apprennent à fonctionner avec ces modes de gouvernance partagée, en fait c'est une posture dans laquelle on apprend beaucoup parce que ça veut dire qu'on apprend à mieux maîtriser les règles du jeu et on est de l'autre côté de la table en quelque sorte quand on doit soi-même cadrer les tours de parole, timer les réunions, etc. C'est très apprenant en tant qu'individu. Quand après coup, on se retrouve en tant que membre participant, on a été aussi en tant que facilitateur et on sait ce que ça veut dire. Donc, on accepte plus volontiers et avec un esprit plus constructif et plus positif la position un peu cadrante du facilitateur, qui, il faut bien le dire au début, notamment dans les groupes un peu novices, est souvent perçue comme frustrante. D'accord. Et il y a une autre question justement sur qui participe à ces réunions. Si le dirigeant est présent à une réunion qui se déroule avec ce processus intégratif, ne va-t-il pas peser trop fortement sur la décision? Le principe de décision intégrative s'applique aux réunions de gouvernance d'un cercle. Chaque cercle anime ses réunions de gouvernance pour composer, créer, modifier, adapter les rôles qu'il contient. Dans une organisation, on peut avoir des niveaux de cercle concentriques autant que nécessaire, et c'est souvent dépendant de la taille de l'entreprise. Évidemment, plus on est nombreux, plus on va avoir besoin de réduire les tailles de rôles. Il faut bien comprendre qu'avec le processus tel que je vous l'ai décrit, au-delà d'un certain nombre de personnes autour de la table, je dirais au-delà de 12 ou 15 personnes, le processus peut vite devenir laborieux parce que très long. Donc, c'est assez logique et cohérent d'avoir des cercles qui sont composés d'un nombre de personnes suffisamment petit pour que ce processus puisse se tenir. Bon, il existe des façons de traiter ça en plus grand nombre, mais on va considérer cette hypothèse-là. Si effectivement on a ces enjeux-là des managers ou des personnes en position de hiérarchie, ou voire des dirigeants, des dirigeantes d'entreprise qui sont présents à une réunion et qui vont essayer ou qui vont naturellement peser dans une discussion où dont la voix va porter peut-être plus que d'autres. La personne qui fait la facilitation du processus
doit réguler de toute façon la parole, c'est-à-dire que chaque membre du cercle a un tour de parole, pas plus que les autres. Évidemment, certaines personnes parlent plus longtemps que d'autres, mais il y a avec le temps un processus d'émancipation qui se produit, c'est-à-dire que petit à petit, il y a une sorte de ce qu'on appelle l'empowerment en holacratie, une prise de confiance dans son autorité, dans son pouvoir individuel potentiel, dans ces réunions, qui font que les parties prenantes assument leur place. Et inversement, ça a un effet assez cadrant et limitant sur les leaders et les dirigeants dans le fait qu'ils n'ont pas plus d'espace de parole que les autres. C'est aussi le rôle du facilitateur de sécuriser, par exemple, le porteur d'une proposition. Quand dans un tour de réaction, un dirigeant a eu une prise de parole assez forte, assez critique, etc., quand on revient vers le porteur de la proposition, on peut lui dire vraiment, tu as toute liberté et autonomie pour choisir de maintenir ta proposition telle qu'elle ou de la modifier, qu'est-ce que tu souhaites faire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'au travers de la manière dont on va inviter les membres à prendre la parole, on va faire en sorte de les inviter à ne pas forcément essayer de traiter les tensions des autres. Si quelqu'un d'autre a une tension par rapport au sujet, ça lui appartient. Et on ne va pas chercher à superposer toutes les tensions de tout le monde pour essayer de construire cette fameuse hypothétique solution parfaite, mais plutôt essayer de résoudre les problèmes un à un. On a ce même principe dans la facilitation des réunions, ce qu'on appelle les réunions tactiques en holacratie, donc les réunions opérationnelles, où on va faire en sorte de ne pas plonger tête la première dans les mécanismes de jeu de pouvoir qui existent de manière implicite dans l'organisation. Ça n'empêche qu'un dirigeant ou un leader d'organisation peut avoir un certain nombre de rôles qui lui confèrent une certaine autorité. Si c'est décrit dans des rôles, si c'est décrit au travers de domaines d'autorité et de redevabilité qui sont clairs et qui sont explicites dans la gouvernance, à ce moment-là, c'est un leadership explicite et il n'y a plus de problématique par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est en toute légitimité et en toute tranquillité, je dirais, que le leader peut poser des limites, prendre des décisions et acter certaines choses sans avoir à user de ces jeux d'influence ou de ces prises de parole en tant que chef et en tant que leader implicite du groupe. Voilà. Une question aussi du coup sur la teneur de ces prises de décision. On dit certaines propositions peuvent rester sans accord, par exemple, pas modifiées du tout. Comment décider que la proposition est rejetée sans rester dans une boucle infinie? Alors, c'est quelque chose qui arrive très rarement. On ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord. Donc, effectivement, parfois tout le monde n'est pas d'accord. Mais un désaccord n'est pas forcément une objection, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc n'empêche pas une décision. C'est-à-dire qu'on peut avoir une préférence pour autre chose, ça ne permet pas de bloquer une décision. Si j'ai une objection, on devra l'intégrer, j'en ai parlé tout à l'heure. Il arrive, dans certains cas de figure, que la personne qui objecte ne montre aucune bonne foi pour essayer de transformer la proposition de manière à lever son objection. Typiquement, un comportement qui consisterait à dire « Non, moi, je veux juste qu'on rejette la proposition, je ne veux rien entendre de ça, il n'en est pas question pour moi. » Si la personne insiste et maintient une posture bloquée et ne cherche pas à intégrer l'objection, refuse les propositions intermédiaires, etc., le facilitateur, au bout d'un certain temps, qu'il juge juste, peut purement et simplement rejeter l'objection. Dire en fait, si le membre ne montre pas de bonne volonté pour intégrer l'objection, on la rejette et donc on continue le tour d'objection, si bien qu'on va adopter la proposition à la fin. On peut avoir la même possibilité du côté du porteur de la proposition. Si par exemple la personne qui objecte fait des propositions d'adaptation, etc., et que le porteur de la proposition reste complètement bloqué et figé en disant « Non, je ne touche pas à ma proposition, je ne veux rien savoir » et reste fermé aux propositions, le facilitateur a toute autorité pour ajourner le point d'ordre du jour et la décision ne sera pas actée. Donc en réalité, on a une sécurité dans le processus par rapport à ces postures bloquantes. Dans mon expérience de coach en holacratie, d'accompagnant, d'organisation qui pratique la gouvernance partagée et ce type de prise de décision, je n'ai rencontré ça qu'une seule fois. Donc c'est quand même quelque chose de très très rare. Néanmoins, c'est une crainte qui existe beaucoup, c'est-à-dire que systématiquement, les organisations qui vont adopter ces pratiques de décision ont cette peur-là, cette peur qu'on se retrouve bloqué. L'expérience montre qu'en fait, ça se produit plutôt beaucoup moins qu'avec les autres processus. Ce processus étant très cadré, il est suffisamment sécurisé pour que les gens s'expriment de manière autonome et qu'on arrive à construire des solutions opérantes.
Une question de Véronique qui demande on ne peut pas prendre 2 fois la parole si on a oublié de dire quelque chose. À quel moment peut-on le rajouter? On attend la prochaine réunion. Comment on fait? Effectivement, on ne peut pas prendre 2 fois la parole. Ça aussi, c'est un processus d'apprentissage. Dans les équipes qui découvrent ce processus de décision, ça arrive très souvent. Au début, les gens oublient parce qu'on a l'habitude des formats de réunion où on rebondit, on se coupe la parole, on interagit de manière spontanée et voire intempestive. Donc au début, il arrive que à la fin des questions de clarification, on se rend compte que mince, on a oublié une question qu'on voulait poser. Trop tard, ce sera pour une autre fois, on ne va pas y revenir. Le facilitateur empêchera ça. Il arrive que dans le tour de réaction, on a parlé, la parole a continué à circuler, et puis là, on se souvient qu'on a autre chose à dire. Même chose, c'est trop tard, on ne peut pas revenir là-dessus. Il n'y aura pas d'autre espace pour ça. Néanmoins, si on a pensé à quelque chose après coup et qu'en fait, il s'avère que c'est quelque chose de très important, voire qui comporterait un risque, il reste l'espace d'intégration des objections. C'est-à-dire qu'on a toujours ce tour de sécurité à la fin en se disant « Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose de fondamental. En fait, on ne peut pas prendre cette décision pour telle et telle raison. Je vois un risque que ça pourrait créer. Je pose une objection. » Et là, on va pouvoir ouvrir un espace de discussion pour lever cette objection. Et on bénéficiera aussi du test de l'objection qui permet de voir si c'est une préférence ou si c'est bien un tort que ça pourrait créer. Donc, ce tour d'objection, vraiment, il faut le voir comme une checklist, un check de sécurité juste avant la prise de décision qui permet de faire en sorte que s'il y a quelque chose de risqué, on aura l'occasion de poser un point et ce sera intégré. On y accordera de l'attention. Mais si c'est juste une envie de parler, un besoin d'exprimer son opinion ou une posture plus ou moins personnelle et individuelle de besoin d'être entendu sur son avis, il n'y aura pas d'espace nouveau offert pour ça dans la réunion. Et on retrouve au travers de cette rigueur-là dans le processus cette intention d'efficacité. Holacracy est un système de gouvernance efficace, redoutablement efficace même, beaucoup plus que les pratiques de gouvernance plus ou moins implicites qu'il existe partout dans les organisations. Holacracy vient de la sociocratie par rapport à cette dimension gouvernance partagée et porte aussi cet héritage-là du manifeste et des pratiques agiles. Les agilistes se reconnaîtront dans certaines choses que j'ai pu dire, avec ce souhait d'avoir une pratique qui soit adaptable en continu à ce qui se présente, agile au sens propre du terme, et très, très dynamique, très réactive, donc avec une capacité à décider vite et donc à donner de l'autonomie au rôle, etc. Il y a une autre source d'héritage de Holacracy qui est la méthode GTD, Getting Things Done, qui est une méthode, un système d'organisation individuelle qui a aussi ce très fort enjeu d'efficacité et d'efficience professionnelle. Voilà. Donc on retrouve ça vraiment en filigrane permanent dans la constitution Holacracy, ce besoin d'avoir des processus efficaces au détriment parfois des envies de parler ou des besoins d'être entendus qui répondent plutôt à quelque chose d'égocentré par rapport aux individus sans que ce soit péjoratif, mais simplement c'est quelque chose, on sait que ça existe dans les groupes, dans les collectifs et ça vient réguler ça. Ça, c'est un des aspects vraiment bénéfiques pour moi de la pratique de la gouvernance en Holacracy. Merci. Il va nous rester une petite dizaine de minutes. Il y a 2 questions. J'aimerais bien qu'on puisse les prendre. Donc, je te laisse jauger le niveau de détail que tu y apportes. Une encore assez opérationnelle. Pierre nous demande, la plupart des propositions semblent finir sur une adoption. Existe-t-il des propositions rejetées? Et si oui, comment? Rejet par le porteur de la proposition, vote, facilitateur, limite de temps. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? D'accord. Alors, vote, non. Le principe du vote majoritaire n'existe pas, hein, vous l'avez compris. Il arrive que le porteur de la proposition retire sa proposition. En général, ce n'est pas un très bon signe. En tant que facilitateur, si je suis confronté à ça, je vais quand même aller insister auprès du porteur de la proposition pour vérifier qu'on n'a pas un moyen de traiter sa tension de départ. C'est-à-dire que si on en est à cette étape-là des objections et que la personne s'apprête à retirer sa proposition, quelque part, la personne est en train de renoncer à une solution qui était en cours de construction pour régler un problème qui avait été identifié, une tension de départ. Ce qui, en soi, est un problème, c'est-à-dire de ne pas traiter une tension est un problème. Donc, en tant que facilitateur, on va essayer de limiter l'effet du porteur qui retire purement et simplement sa proposition.
et on va plutôt voir comment est-ce qu'on peut l'adapter, la transformer de manière à ce qu'à la fois elle réponde aux objections et elle continue à répondre aux besoins de départ. Il faut bien comprendre qu'au travers de ce processus, la proposition avec laquelle on sort et on adopte à la fin, je dirais dans 9 cas sur 10, on ne ressemble pas ou très peu à la proposition de départ, voire est complètement différente. C'est-à-dire qu'après, notamment entre la proposition initiale et la proposition 2, c'est-à-dire entre-temps, on a eu les questions de clarification et le tour de réaction. Très souvent, la proposition numéro 2 est très différente parce qu'entre-temps, les questions de clarification ont fait cheminer le porteur de sa proposition. Comme il a dû répondre à des questions, il a pu construire quelque chose de plus fin en lui par rapport à sa proposition. Et dans le tour de réaction, il a bénéficié des apports et des propositions de bonification de tout le monde. Donc souvent, il y a des très très bonnes idées qui sortent là de l'intelligence collective du groupe et qui permettent de construire une proposition qui est très différente de la première. Suite à quoi on a le tour d'objection, c'est-à-dire que si la version 2 comporte des risques pour le cercle, elle va encore être transformée au travers de l'intégration des objections. Et il faut bien voir qu'intégrer une objection, ça peut vouloir dire changer une virgule ou une bricole dans une phrase, comme ça peut vouloir dire changer complètement la nature de la proposition. Parce qu'une toute autre proposition peut permettre de lever l'objection et de continuer à traiter l'attention de départ. Donc, oui, la plupart du temps, on adopte quelque chose à la fin du processus. Ça ne veut pas dire qu'on adopte la proposition de départ. Et d'ailleurs, il faut avoir conscience que la force et la robustesse de ce processus fait qu'on laisse entrer dans le processus des propositions parfaitement inabouties. Si je peux prendre un cas extrême, c'est-à-dire que je pourrais très bien dire en tant que porteur de la proposition, voilà, j'ai une tension parce que je suis insatisfait de la manière dont on fonctionne sur la saisine de nos notes de frais pour la comptabilité, j'y vois pas clair, on est tout le temps en retard, ça va pas, je propose que ça change. Ça peut être ça la proposition. La proposition, ça peut être je propose que ça change. Et le facilitateur ne va pas avoir de jugement sur le fond, mais juste capter une proposition. Ok, Alyosha nous dit je propose que ça change. Qui a des questions de clarification? On passe à la suite aux questions de clarification. Et évidemment, les questions de clarification vont m'amener en tant que porteur à donner plus de détails. Les gens vont me dire d'accord, tu proposes que ça change, mais tu proposes quoi concrètement? Ça se passerait comment? Qu'est-ce que tu imagines? Etc., etc. Et en répondant aux questions de clarification, ma réflexion va se construire. Puis j'aurai un tour de réaction dans lequel les membres du cercle vont me faire peut-être leurs propositions. Ils vont me dire ah bah tiens, moi j'ai pensé à tel système, on pourrait changer de logiciel, on pourrait changer de comptable, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et à ce moment-là, je vais être nourri des propositions et des contributions de mes associés dans le cercle. Si bien que quand on va arriver à la version 2 de proposition, j'aurai quelque chose de déjà beaucoup plus abouti. Puis le tour d'objection. Donc vous voyez qu'en fait, il ne s'agit pas de dire qu'on a une proposition qu'on soumet au vote et qu'on adopte ou pas. On a vraiment tout un processus qui permet de construire la proposition et elle n'a pas besoin d'être aboutie et complète dès le départ du processus. Merci. La dernière question, à quel type d'entreprise s'adapte l'holacratie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes de taille, secteur d'activité, de statut, peut-être par rapport aux organisations que tu as pu accompagner? Je ne connais pas de limitation par rapport à ça. Il y a des organisations, des TPE, où il y a 2 personnes qui fonctionnent en holacratie et ça leur apporte une très grande clarté dans la définition de leur rôle, dans la répartition de leurs fonctions et dans le rythme et la cadence et l'efficacité de leurs réunions. Ça peut être des TPE, des PME, comme on l'est nous, parce que sur des petits groupes, ça permet de gagner en agilité, en efficacité, en clarté, sur le leadership, sur la distribution de l'autorité, etc. Et ça peut être des beaucoup plus grandes organisations, voire des institutions, des collectivités, des associations, des ONG, des groupements formels ou informels. En fait, ce sont des règles du jeu. On peut les adopter dans tout type d'organisation. La façon dont la Constitution holacratie est écrite permet de prendre en compte une très très grande diversité de situations. Donc, ce sont des règles du jeu un petit peu complexes à intégrer, mais qui permettent du coup une transposition possible dans des environnements très très différents. L'exemple le plus large que je connaisse en France en termes d'exemple de pratique de gouvernance en holacratie, c'est une business unit de Engie qui contient 1200 personnes et qui fonctionne en holacratie.
donc qui a formé une équipe de coachs internes pour diffuser les pratiques d'holacratie en interne. Donc, on voit que dans un grand groupe capitalistique coté au CAC 40, on arrive à avoir une business unit qui se dote d'un fonctionnement en gouvernance partagée et donc qui est capable complètement de faire la transposition entre une codification managériale plutôt classique et conventionnelle de type grand groupe à structure capitalistique boursière et une partie de l'organisation dans laquelle on distribue l'autorité avec des processus clairs et explicites en holacratie. Voilà. Dans des PME, c'est parfois plus facile de mettre en place ces systèmes-là parce qu'on parle de groupes plus petits. Et en même temps, qui dit PME dit aussi processus informel de fonctionnement souvent assez ancré. Et c'est un changement de culture que de passer vers l'explicite dans un système de gouvernance. Donc, il faut bien mesurer que c'est un effort, c'est un processus assez long de se transformer. Et ça suppose des changements de posture, des changements culturels, individuels dans l'organisation, notamment de la part des leaders, des décideurs ou des personnes qui sont en position de manager. À mon sens, c'est un processus qui doit être accompagné, notamment au regard des enjeux de transformation de posture que je viens d'énoncer. Voilà. Les deux écueils qu'on voit dans les transformations de gouvernance vers holacratie, c'est soit une absence de soutien de la part des dirigeants ou des leaders, c'est-à-dire soit un manque de cohérence, soit un manque de soutien, qui fait que si la tête de l'organisation souhaite une pratique pyramidale de l'autorité, c'est trop peu cohérent avec le système et donc on va sans cesse essayer de contourner les règles et ça ne va pas fonctionner. Et le deuxième écueil que je connais, qui est probablement le plus fréquent et celui dont il faut le plus se méfier, c'est une adoption partielle des règles. C'est-à-dire des organisations qui se disent on va prendre telle partie et telle partie, mais ça nous embête, on ne prend pas, ça on trouve que c'est trop rigide et ça on n'a pas compris donc on ne prend pas. En fait, c'est un ensemble, c'est un système qui permet d'avoir des espaces pour traiter les tensions. Si on ne prend pas tout, si on ne prend pas l'équilibre global que ça représente, on va se retrouver avec des tensions parfois très complexes à traiter sans avoir les espaces et la méthode et les processus pour les traiter. Donc, à mon sens, on met l'organisation en danger dans des adoptions partielles. Il vaut mieux ne pas le faire. Il y a vraiment pour moi une grande prudence à avoir là-dessus. Il vaut mieux attendre d'être prêt, que ce soit le bon moment pour le faire. Donc, souvent, il y a une phase d'expérimentation qui permet de tester, de voir un petit peu comment on se sent avec ça, si les gens sont prêts à embarquer. Il peut y avoir une phase un peu transitoire dans laquelle on navigue entre deux en étant clair sur le fait qu'il y a une phase de test et puis des processus plus anciens qui continuent d'exister. Et à un moment donné, il faut que tu aies une bascule. C'est-à-dire dire, voilà, à partir de tel jour, à partir de tel moment, on va jouer avec ces règles du jeu. Et il y a une constitution et elle est sur la table et tout le monde peut utiliser, connaît ces mêmes règles explicites de fonctionnement. Merci beaucoup pour ces réponses et toutes ces précisions. On arrive au bout du temps qui nous était imparti. Merci Alyosha pour le temps que tu nous as accordé et les infos que tu as pu nous faire passer. Donc, je vous rappelle que le webinaire était enregistré et vous recevrez des ressources, des inspirations et le lien du replay dans quelques jours. Merci à tous et à très bientôt.